$600 million you made it in your career, they're saying. What happened? That's so Mike? much money. Mike, that's a lot of fucking money, Mike. That's... A lot of fucking fun. Did you guys not just see that? En 2003, le champion du monde de boxe Mike Tyson a fait faillite avec plus de 30 millions de dollars de dettes, malgré qu'il ait accumulé au cours de sa carrière plus de 300 millions de dollars. Cela soulève une question essentielle sur l'argent lui-même, car une grande partie de nos actions et de nos motivations au cours de notre vie repose sur un besoin ou un désir d'en acquérir. Mais finalement, à quoi bon l'acquérir si le véritable problème semble résider dans notre capacité à le gérer ? Dans les rayons des supermarchés, plus les prix augmentent, plus nous sommes nombreux à avoir le même réflexe. Baisser les yeux pour chercher tout en bas les premiers prix. Le pouvoir d'achat a reculé de 1,4% au premier trimestre. Songez que c'est du jamais vu. La situation est proche de celle qu'on a connue en France pendant le deuxième choc pétrolier sur le pouvoir d'achat. Le moindre truc qui arrive, on se dit ah voilà, il y a des poules à changer, bon, il faut sortir 200 €. Et voilà, il faut les sortir, on les a pas. Donc, et on fait les chèques indifférés. Et on fait les chèques indifférés, donc on vit quand même à crédit. Ça me fait mal au cœur de le dire, j'ai même honte en fait parce que... Non mais il faut pas avoir honte. Il y en a qui sont pas au courant dans ma famille, mes amis ils savent pas forcément, mais ouais, moi je me prive en fait. Je sais Manon. Parce que je préfère donner une steak à mon fils. Ces statistiques reflètent bien sûr la situation en France. Mais prenez un instant pour réfléchir à votre propre rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que l'argent semble rentrer dans votre vie et en ressortir aussitôt? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une position plutôt vulnérable à cause d'un manque d'argent? En réalité, c'est la perception de l'argent qui est parfois plus cruciale que la capacité même à en générer. Surtout lorsque le cerveau humain est câblé pour nous empêcher d'être financièrement sensés. Est-ce vraiment important de générer plus de 6 chiffres par an si à la fin de l'année, il ne reste rien? Mais donc, où est-ce que se situe le piège dans cette histoire? Il est temps de résoudre ce mystère. On va explorer ensemble un meilleur cadre de compréhension de l'argent, un cadre souvent enseigné dans les finances personnelles, mais complètement absent du système scolaire. Laissez-moi vous poser une petite question. Qu'est-ce que l'argent? Ou plutôt, que représente l'argent? Lorsque vous effectuez un achat sur Amazon ou lorsque vous êtes payé pour le temps investi dans votre emploi, quelle est la signification dans cette transaction? L'argent est couramment défini comme un moyen d'échange, un instrument qui facilite la vente, l'achat ou l'échange entre différents parties. Mais je ne pense pas que cette définition explique réellement ce que représente l'argent. Une meilleure façon de voir l'argent pour moi, c'est de se représenter ça comme une expression de la valeur. Vous remettez de l'argent pour acquérir quelque chose parce que vous considérez que sa valeur équivaut à la somme que vous donnez. Bien sûr, le prix est très rarement défini par vous en tant qu'individu, mais plutôt par le marché dans son ensemble. Mais focalisez-vous vraiment sur ce point. L'argent équivaut à la valeur. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'on attribue souvent l'argent à une signification morale. On voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent et automatiquement on va penser « Il a eu de la chance, qui a-t-il exploité pour en arriver là? Qui a dû perdre pour que lui, il puisse gagner ?» A l'inverse, on se dit jamais « Quelle valeur a été créée en retour pour générer cet argent ?» Comprendre que l'argent c'est une représentation de la valeur, c'est vraiment la clé pour comprendre que l'argent n'est pas mauvais et qu'il n'appartient pas aux personnes qui sont mauvaises. Bien sûr, il existe un tas d'escrocs qui vont vous faire croire que ce qu'ils vendent possède beaucoup de valeur alors que ce n'est pas le cas. Mais cela en dit beaucoup plus sur leur morale à eux plutôt que sur l'argent lui-même. L'argent, en réalité, ça élargit vos options. Les différents choix que vous allez faire avec votre argent reflètent entièrement vos dispositions morales. Donc l'argent est une expression de la valeur. Certes, mais ensuite, comment est-ce que cela change-t-il la situation d'une personne qui vit de salaire en salaire et qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois? Simplement dire que l'argent équivaut à la valeur ne change rien en soi. Cela peut faire voir l'argent sous un angle différent, mais en quoi est-ce que c'est un conseil concret et actionnable? Pour répondre à cette question, laissez-moi vous en poser une autre. Quelle est votre relation avec l'argent? L'argent entre et sortira de votre vie, ça, c'est une certitude. Cette relation, elle s'exprime souvent par vos revenus et vos dépenses. Une manière plus pratique de la formuler que j'apprécie personnellement, c'est de voir ça comme votre niveau de consommation contre votre niveau de production. Dans la plupart des cas, l'argent rentre dans votre vie parce que vous avez produit une certaine forme de valeur. Pour beaucoup, cette valeur se manifeste sous la forme d'un emploi, d'un travail, et l'argent quitte votre vie quand vous consommez quelque chose. Un abonnement Netflix, une nouvelle voiture, une maison,
D'une certaine manière, on peut considérer la valeur nette d'une personne comme un indicateur sur l'équilibre entre sa consommation et sa production. Maintenant, revenons aux statistiques qu'on a vues au début de cette vidéo. Quelle partie de la relation entre consommation et production pensez-vous être en cause ici? Prenez un instant pour réfléchir à votre propre situation. Pensez à tout l'argent qui est entré dans votre vie et celui qui est sorti de votre vie. Combien de cet argent possédez-vous encore aujourd'hui, ou alors combien de cet argent avez-vous investi dans un quelconque actif? Et dans cette relation, quelle partie semble déséquilibrée et quelle partie semble avoir besoin d'amélioration? La probabilité, c'est que les deux aspects ont besoin d'attention. Mais pour la plupart d'entre nous, le réel problème réside dans la partie consommation. Rappelez-vous l'étude du gouvernement français selon laquelle une personne sur 4 ne pourrait pas faire face à une dépense soudaine de 500 €. Eh bien, une étude aux États-Unis a montré que même parmi les personnes qui gagnent plus de 100 000 $ par an, 10% d'entre elles dépensent tout et se retrouvent à zéro à la fin du mois. On pourrait argumenter qu'une personne gagnant plus de 6 chiffres par an pourrait être très bien à la fin du mois et souhaiterait gagner encore davantage. Mais lorsque vous êtes payé un montant bien au-dessus du coût de la vie et bien au-dessus du salaire moyen, mais que vous arrivez quand même à tout dépenser, il est très clair que c'est votre relation à la consommation qu'il faut changer avant même de réfléchir à votre relation à la production. Comme n'importe quelle célébrité fortunée ayant fait fortune peut nous le montrer, la production ne signifie rien si vous avez un problème avec votre consommation. Une course sans fin, autodestructrice, avec aucun véritable objectif. Parfois, la rat race est confondue avec le fait de travailler de 9h à 17h dans un emploi classique, mais cela semble extrêmement injuste, car cela diabolise le fait d'avoir un emploi, alors que certaines personnes semblent apprécier en avoir un. La véritable rat race, c'est vivre en permanence sur le fil du rasoir financier. Être seulement à un salaire de la faillite, ressentir que dès que l'argent rentre dans votre vie, il disparaît instantanément. Et plus vous avez de responsabilités, plus cette relation devient extrêmement dangereuse. La perte d'un emploi, un accident de santé imprévu ou toute autre circonstance inattendue peuvent faire plonger votre situation financière dans le chaos. Pensez aussi aux conséquences mentales de vivre dans une précarité financière. Votre travail n'est plus une option, mais devient une nécessité absolue pour maintenir votre style de vie ou pour rembourser vos dettes. Pour citer Tyler Durden dans Fight Club, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Ça ne peut absolument plus continuer ainsi. Le premier pas dans la gestion de vos finances personnelles consiste à vous rendre compte de la relation que vous avez avec l'argent. Ça passe souvent par un suivi de vos dépenses mensuelles. Vous pouvez créer des catégories, que ce soit logement, divertissement, loisirs, nourriture. C'est une démarche pour mieux comprendre vos habitudes financières. Mais c'est vrai que c'est une étape qui est difficile. En finance comportementale, on parle souvent de l'effet autruche. C'est notre tendance à éviter les informations financières négatives. Vous connaissez sans doute cette sensation de refuser d'ouvrir votre compte bancaire après une soirée par peur de ce que vous pourriez y découvrir. Après avoir fait cette première étape, c'est-à-dire avoir mis à plat toutes vos habitudes financières, il est temps de reprendre le contrôle de votre comportement de consommateur. Cela implique souvent l'idée de faire un budget. Décidez à l'avance combien est-ce que vous souhaitez dépenser dans chaque catégorie et absolument vous y tenir. L'objectif, c'est de pouvoir observer systématiquement toutes vos dépenses dans le but de les réduire et de vivre en dessous de vos moyens. Autrement dit, adopter un style de vie qui vous permette d'économiser et d'investir. Mais avant même d'investir, il est important de respecter une des pratiques les plus courantes en finances personnelles, celle de constituer un fonds d'urgence. Ce fonds représente une somme spécifique d'économie que vous gardez dans le but de faire face à des imprévus. Ça vous protège en cas de dépenses soudaines et ça vous évite de rentrer dans un cercle vicieux d'endettement. Il devrait typiquement pouvoir couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses. Mais l'idée de vivre en dessous de vos moyens est absolument essentielle. Et d'ailleurs, pourquoi choisirions-nous de faire autrement ? Pourquoi adopter un style de vie qu'on ne peut pas se permettre? Je pourrais dédier une vidéo entière sur les biais cognitifs qui influencent nos décisions financières. L'effet autruche n'en est qu'un exemple, mais il existe également le biais du court terme. C'est notre fâcheuse tendance à privilégier les récompenses sur le court terme plutôt que les grosses récompenses sur le long terme. Il y a aussi la preuve sociale, notre tendance à penser et à agir comme les autres autour de nous. Quand les personnes de votre entourage achètent un produit, vous le faites aussi. Ou quand elles considèrent l'argent comme un mal, vous adoptez la même perception. Tout cela dans le but d'impressionner ou de suivre les autres. Souvent sous une forme de pression sociale qui nous force à consommer au-dessus de nos moyens. Une des peurs les plus importantes pour l'être humain, c'est la peur d'être exclu du cercle social. La peur d'être rejeté. Et par conséquent, ça nous amène à être effrayés à l'idée du jugement, du regard des autres.
On est tous extrêmement vulnérables aux besoins d'approbation sociale. Soyons clairs, je ne dis pas que l'achat d'un vêtement coûteux, d'un bijou ou d'une voiture est quelque chose de mal. Pas plus que je ne pense que consommer est un problème en soi. L'objectif ici, c'est vraiment de vous amener à prendre conscience de qui vous êtes en tant que consommateur. Posez-vous la question. Préférez-vous que les autres vous perçoivent comme riche sans que vous le soyez? Ou préférez-vous être réellement riche mais que tout le monde pense que vous ne l'êtes pas? La rat race ne consiste pas à travailler de 9h à 17h pour votre emploi, mais de vivre sur un fil si tendu que vous vous retrouvez toujours à courir après la prochaine facture. D'ailleurs, vous courez sur un fil si fin que vos objectifs de vie profonds et vos ambitions personnelles sont relégués à l'arrière-plan pour finir cette course sans fin. Et donc un budget et un suivi quotidien de vos dépenses ont montré de maintes et maintes fois que ça peut vous sortir de cette course sans fin. C'est seulement une fois que vous aurez corrigé la partie consommation que vous pourrez enfin vous enrichir en mettant votre énergie sur la partie production. Most obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money, get out of debt, and invest for the long term in the stock market. See, why would you save money when they're printing trillions of dollars? The gap between the 1% and 99% is massive. You have to step back and look at the bigger picture. You see, it's not just money. We're at the end of the industrial age. So what do? De grandes personnalités dans la finance comme Robert Kiyosaki sont excellents pour apprendre à maîtriser le côté consommation de la balance, mais j'aimerais qu'ils abordent un peu plus la capacité à générer de l'argent, la partie production. Mais je comprends pourquoi ils le font pas, c'est beaucoup plus simple d'expliquer comment réduire les dépenses que d'expliquer comment augmenter ses revenus. Quand on s'adresse à un public de masse, en général, on donne des conseils qui peuvent être appliqués et qui fonctionneront pour tout le monde. C'est pourquoi on voit des communautés entières se constituer autour de ce qu'on appelle la frugalité. C'est une communauté qui adopte un style de vie autour des économies et autour de l'investissement le plus tôt possible, avec pour objectif final de prendre sa retraite le plus tôt possible. Cela montre bel et bien que maîtriser ses dépenses est une base solide, mais qu'en est-il d'apprendre à augmenter vos revenus? Voilà une réflexion qu'on va également explorer. Les minimalistes partagent une vision de la vie assez similaire aux communautés frugales, bien que leur position soit plus profondément ancrée dans une considération philosophique du matérialisme. La plupart des figures publiques promeuvent des stratégies dans un spectre allant de l'épargne massive jusqu'à l'investissement à long terme. Et il n'y a rien de profondément mauvais dans cette stratégie. Elle fonctionne pour un large éventail de personnes avec des niveaux de revenus variés. Mais soyons honnêtes, ces mêmes figures publiques ne s'appuient pas sur une stratégie d'épargne ou d'investissement pour obtenir la fortune qu'ils ont actuellement. Ces personnes exploitent des moyens de production à grande échelle. L'argent équivaut à votre valeur perçue sur le marché. Et le meilleur moyen d'augmenter cette valeur, c'est de trouver un problème sur le marché, d'élaborer une solution et vendre cette solution à grande échelle. C'est ce qu'on appelle la voie entrepreneuriale. Une entreprise à succès est capable de produire une immense quantité de valeur pour la société, ce qui fait croître exponentiellement le côté production de l'équation en comparaison à un emploi standard. Cela dit, augmenter votre production ne se limite pas à la définition stricte d'une entreprise. J'utilise par exemple à titre personnel YouTube comme un véhicule pour produire de la valeur, en l'occurrence des vidéos qui apportent de la valeur à grande échelle. C'est un moyen de produire quelque chose. Et produire, c'est offrir une valeur pertinente au marché. J'ai également un programme de coaching dans lequel j'accompagne mes clients à créer leur propre business de coaching en ligne, dans le but qu'ils génèrent 5 000 € par mois d'ici 90 jours. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Et votre forme de production, elle pourrait être sensiblement la même. Identifiez une compétence ou une passion que vous avez dans le but de créer votre propre programme et commencer à accompagner des clients dans le but d'apporter de la valeur à grande échelle. Et heureusement, Internet existe, il nous permet librement de produire quelque chose et de le proposer au marché. Cependant, savoir si ce que vous avez produit intéresse réellement le marché, ça peut être déterminé seulement une fois que vous le lancez. C'est la fin de cette vidéo qui vous aura, je l'espère, apporté de la valeur et qui vous aura éclairci sur votre propre relation avec l'argent. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, je prendrai le temps de lire absolument tout. Vous pouvez également mettre un like et vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Romain, salut tout le monde.